Donc, Diariemou Invest accompagne, comme tu l'as dit, les personnes, particulièrement les personnes de la diaspora, à investir en Afrique en toute sécurité. Pourquoi j'ai créé Diariemou? Parce que moi-même, j'habite en France et j'avais senti ce besoin pour vraiment investir, pour participer au développement. C'était vraiment la fibre patriotique. À chaque fois, quand je venais au Sénégal, je retournais, j'avais des boules au ventre. Je me disais, il faut que je revienne. Mais pour faire quoi? Pour investir, pour créer des emplois, créer des richesses. Et donc, j'ai fait des économies. Et je me suis dit, je vais investir dans l'immobilier. Et j'étais loin de me douter de toutes les complications qu'il y avait. Je pensais qu'une fois qu'on avait beaucoup d'argent, que tout était fait en fait. J'ai appelé mes parents, ils étaient contents, j'ai beaucoup d'argent, voilà, je vais investir. Donc, ils ont commencé à me mettre en relation avec des courtiers. Mais des courtiers, j'étais loin de me douter qu'en fait, que c'était des personnes pratiquement qui étaient dans l'informel. Parce que quand on est à Paris, on a affaire à des courtiers, peut-être dans l'immobilier, mais qui ont des sociétés, des structures bien légales. Et de fil en aiguille, c'est là que j'ai découvert toutes les complications quand j'ai manqué de me faire arnaquer de 100 000 euros. Et c'était très difficile parce que moi, j'ai eu la chance, parce que je n'avais pas payé, c'était des papiers falsifiés. Mais quand j'ai commencé à parler de ma déconvenue, c'est là que je me suis rendu compte que pratiquement 90% des personnes en France avec qui je parlais se sont déjà fait arnaquer. Il y en a pour qui c'était une fois, deux, trois fois, c'était la famille, c'était les promoteurs. Bref, tout le monde avait cette envie d'investir, mais en même temps, tout le monde avait peur. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne me vois pas baisser les bras. J'avais ce projet qui me tenait à cœur. Je veux aller au bout. Et c'est vrai, avec le temps, j'ai pu réaliser mon rêve, en fait, d'investir. Et c'est là que je me suis dit, moi qui cherchais quelque chose à faire vraiment au Sénégal, je vois que c'est là qu'il faut le faire. Parce qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement de toutes ces personnes qui veulent investir. Parce que moi, en fait, moi, je me disais, il faut retourner en Afrique. Et pourquoi toutes ces personnes qui veulent retourner sont freinées par une seule chose, le problème de sécurité. Et c'est ça, vraiment, tout le sens de Diariemou Invest. Merci beaucoup, Oumi Sall. On continue avec Monsieur Idrissa Diabira. Alors, vous êtes depuis 2017 le directeur national de l'ADPME, Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. L'ADPME est une agence qui fait énormément parler d'elle au Sénégal, mais aussi partout en Afrique, grâce à ses actions. Il faut savoir que sous la direction de Idrissa Diabira, ici présent, eh bien, l'ADPME a été classée en 2019 comme la meilleure agence d'appui aux PME de la CEDEAO. On peut l'applaudir effectivement. Elle s'est classée à la 3e place sur 25 en Afrique et à la 18e place sur 64 dans le monde. Merci à Repat Africa pour l'occasion qu'il nous offre de nous rencontrer. Comme on dit, diaspora un jour, diaspora toujours. Avant même d'être directeur général de l'ADPME, je me sens comme un Repat. On le disait peut-être pas autant. On le disait peut-être pas comme ça au moment où je revenais sur le continent. C'est peut-être plus dans les années 2010 que ça a commencé à émerger, mais c'est aussi un de mes traits de caractère, d'être revenu pour pouvoir... c'était une question, qu'est-ce qu'on apporte? Je pense même pas que cette question elle a vocation à avoir. On le fait pour soi d'abord. C'est vrai qu'on a envie d'apporter, que le monde soit plus beau, que tout le monde vive mieux, etc. Mais ce qui nous motive, c'est d'être en accord avec nous-mêmes, fondamentalement. C'est de revenir sur le continent parce qu'on sent qu'on a quelque chose qui nous manque, une nostalgie, un spleen, comme dirait l'autre, et qu'on pense qu'on s'accomplit en revenant justement sur notre continent ou celui de nos parents. Il a toujours été le nôtre. Et je dis souvent aux entrepreneurs qui viennent nous voir, lorsqu'ils ont un beau projet, oui, on va faire des emplois, on va faire des choses, tout ça c'est très bien. Mais à la fin de la journée, si ça ne marche pas pour vous, ça marchera pour rien. Tout votre projet tombera à l'eau. Donc
accomplissez-vous d'abord, c'est ça l'enjeu. Et si, comme disent les économistes, il y a une externalité positive en vous étant accompli, tant mieux. Mais l'enjeu, c'est d'abord de s'accomplir, de vivre à l'aise, de vivre en conformité avec ce que l'on ressent et avec le rêve que l'on peut avoir. Ça, je pense que c'est le plus important et ce qui nous motive tous à revenir sur le continent. Moi, pour ma petite histoire, je suis né à Drancy, en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi. Et mes études tout mon parcours a toujours été orienté en me disant que je devais me former pour rentrer sur le continent, pour rentrer ou pour venir. Parce que mes parents, ils l'ont quitté. Et donc j'ai fait de la physique fondamentale parce que je me disais, dans le milieu des années 90, certainement la question du numérique allait venir. Je me suis formé au CNET. À l'époque, Woodside faisait de l'exploration de pétrole en 98. J'étais à Stanford, je me suis formé dans la filière pétrolière parce que je dis ils vont trouver du pétrole un jour ou l'autre. Et donc j'ai commencé chez Atos en tant qu'ingénieur informaticien parce que là aussi je me disais c'est sûr la révolution numérique va venir à un moment ou à un autre. Et j'ai fait des sciences de gestion parce que finalement je me suis dit les sciences dures c'est bien mais l'enjeu c'est les sciences des organisations et c'est la manière peut-être de transférer les techniques en Afrique sans cesser jamais dès que j'avais une possibilité de faire des allers-retours et en ayant comme hobby des vacances sur le continent africain. Après moi j'ai eu la chance d'être expat parce que j'ai été sollicité par le ministère français des Affaires étrangères d'aller au Mali et de vouloir aller dans la région de Caille, parce que c'est la région d'origine des Soninké. J'entendais une intervenante parler de son lien avec sa culture Yoruba. On a le même avec la culture Soninké. On est les plus nombreux en France, je crois, issus de tous les continents, à Montreuil notamment. Voilà, donc Caille, c'est l'une des régions dont sont originaires une grande partie des Maliens et des Soninké en particulier. Et ce qu'on découvre à Caille, c'est qu'on trouve les premiers répats aussi là-bas, dans un village qui s'appelle Somankidi-Koura, qui est près de Somankidi. Somankidi-Koura, le nouveau village de Somankidi. Et ceux qui y sont revenus, ce qui les a forcés à revenir, c'était des migrants installés en France. C'est les sécheresses des années 73-74. Choqués devant ce qu'ils voyaient devant de la télé, où le bétail mourait de faim, les gens étaient dans la famine, et on voyait le fleuve Sénégal pourtant couler. Ils se sont jurés de se dire non, ça c'est pas sur notre continent. Donc on va se former. Ils se sont formés chez les kibbutz, ils se sont formés dans le Larzac, ils se sont formés pendant toute la décennie 70 pour revenir au début des années 80, en sollicitant les trois pays, Mali, Mauritanie, Sénégal, en ayant l'opportunité au Mali d'avoir une terre près de Somankidi. Ils ont appelé leur village le nouveau Somankidi. Et en développant les terres et en ayant fait quelque chose qui leur a permis de se développer, de faire grandir leurs enfants et de se développer. On les appelait pas répates, mais c'était aussi les premiers, ou en tout cas parmi les premiers à revenir. Le parcours se poursuit. Moi, de Caille, d'expat, lorsqu'on faisait des négociations entre la France et le Mali sur les accords de gestion concertés, je me sentais du côté du Mali dans les positions qu'il y avait. On essaye de nous raconter des histoires en disant qu'il ne faut pas aller dans leur pays. Là, mais moi, les Soninké, là, le voyage est dans le sang, quoi. Ça, c'est pas possible. Et donc, à l'issue de ça, j'ai fondé un cabinet, Interface Africa, qui faisait du conseil en ingénierie, en pilotage, en management public. Et effectivement, le cabinet a accompagné le candidat d'alors, Macky Sall, à élaborer son programme Yonou Yokouté, les chemins du véritable développement, qui est devenu le plan Sénégal émergent. Et puis, puisqu'on a dit qu'il fallait mettre des bourses de sécurité familiale, qu'il fallait mettre des fonds de garantie comme le fonds GIP, qu'il fallait mettre des mécanismes comme le fonds 6 et d'autres choses, on l'a dit, maintenant il faut mettre les mains dans le cambouis et essayer de le mettre en œuvre.
Donc l'ADPME, ça participe aussi des outils que l'on estime être importants pour développer des politiques en matière entrepreneuriale. Et, parce que je suis très long, je commence à l'être, de pouvoir apporter son accompagnement en fonction du profil et des besoins des entrepreneurs. J'ai ma collègue qui doit être quelque part, Fatou Sall, qui est aussi le point focal des acteurs en matière de diaspora, pour accompagner la diaspora et lui permettre de construire son parcours pour développer son activité et devenir, comme le dit notre slogan, un futur champion. Donc voilà, et merci pour l'invitation et encore nos encouragements à tous ceux et celles qui sont présents et à Répète Africa pour le travail que vous faites. On continue avec Ousseynou Gueye, donc entrepreneur social, co-auteur du livre Raconte ton digital, qu'on retrouve dans les lycées et collèges du Sénégal afin d'accompagner nos jeunes vers une utilisation optimale des outils numériques. Vous êtes également ambassadeur jeunesse pour l'UNESCO. Enfin, vous êtes directeur exécutif de Polaris Assos, une association que je vous laisse nous présenter. Monsieur Gueye. Merci pour la présentation. Je tiens d'abord tout à remercier Répète Africa pour cette invitation. Je me retrouve pleinement dans votre concept. Quand Aïcha est venue m'en parler dans mon bureau, je lui ai dit j'aurais dû créer Répète Africa. Tellement je me retrouve dedans. Je vais vous dire pourquoi je me retrouve dedans. Mais au-delà de Répète Africa, saluez peut-être les amis qui sont dans la salle que j'aperçois, de CGS, Ale, Fatoumata, Marina, les collègues de Polaris, à ceux qui sont là. Je suis très content de vous retrouver ici. Alors moi, je suis sénégalais, je suis né au Sénégal. J'ai eu la chance de faire une prestigieuse école sénégalaise publique qui s'appelle le Prytanée militaire de Saint-Louis. Et c'est une école paramilitaire où on fait 7 ans, de la 6e à la terminale. Et dans cette école, on vous donne les habits, on vous donne le bic, les crayons, les cahiers, les salles de classe, les meilleurs profs de ce pays. On vous donne chaque mois un petit pécule en plus. On vous donne une éducation de qualité. On peut reprendre ce que disait tout à l'heure Chognon. Je pense que véritablement, si tous les enfants de ce pays sont le rêve du Sénégal, je pense que ceux qui sortent d'institutions telles que le Prytanée militaire le sont encore plus, parce que pour ces jeunes-là, l'État a investi plus même que les autres jeunes. Et c'est un des facteurs qui a fait que quand j'ai eu mon bac et que j'ai décidé de partir, je me suis dit, je pars. Et ça, je le disais à ma mère à l'aéroport, je pars, mais je reviens. Je vais revenir. Voilà, c'était très clair pour moi que je n'allais pas rester en France. Alors moi, j'ai eu un bac L. Je me suis retrouvé à Paris à faire des études de sciences politiques, donc titulaire d'un master 2 de sciences politiques. Et comme une grande entreprise du numérique que vous connaissez tous, que vous utilisez tous les jours, qui s'appelle Google, avait un partenariat avec mon université, je me suis retrouvé, comme j'avais plus ou moins de bonnes notes, et que j'avais la chance de terminer premier de mon cursus, on m'a dit, tiens, il y a Google qui est en partenariat avec nous et qui nous dit que pour les premiers, ils peuvent aller bosser chez Google. Donc moi, à l'époque, j'avais fait des études de sciences politiques, donc je dis, c'est quoi Google? C'est un moteur de recherche. Oui, ok, super, ça ne m'intéresse pas. Et tout le monde m'appelle. Non, tu es en train de faire une grosse bêtise. Google, ce n'est pas comme moteur de recherche. C'est une entreprise avec des milliers de personnes. Voilà. En plus, dedans, il y a des baby-foot, il y a des toboggans, il y a de très belles choses et tu peux manger à volonté. On m'a dit non, réfléchis, va faire vraiment des recherches et découvre qu'est-ce qu'il y a au-delà du moteur de recherche. Donc, je ne me suis pas entêté, je suis allé faire les recherches et j'ai vraiment vu que Google, c'est une des plus belles boîtes du monde. D'ailleurs, pas qu'avec des ingénieurs et des informaticiens. Moi, quand j'étais à Google Paris, à Google France, il y avait très peu d'ingénieurs finalement. Il y avait beaucoup de marketeurs, beaucoup de managers, beaucoup de politistes, beaucoup d'ingénieurs pédagogiques, etc. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve chez Google. J'arrive le premier jour, ouvrir vos ordi, onboarding, ouvrir un Google Doc. Tout le monde ouvre un Google Doc, sauf moi. Je ne sais pas ce qu'est un Google Doc. Donc, on vient derrière moi et on me fait ouvrir un Google Doc pour me dire, c'est ça un Google Doc, c'est les petits points du Gmail, tu cliques et tu as Google Doc. Donc moi, je ne savais pas. Et finalement, je fais un parcours de 5 ans chez Google. Et ça m'a beaucoup permis d'apprendre le numérique et notamment ses enjeux parce que je travaillais sur un programme de
de formation des jeunes au métier du numérique et aux compétences numériques. À l'époque, en 2016, il y avait 16 000 postes non pourvus dans le digital en France. Et donc Google était venu pour apporter un programme et soutenir l'État français dans sa démarche de lutte contre le chômage. Et comme j'avais fait des études de sciences politiques et que dans la pratique, je m'étais exercé à beaucoup travailler sur les questions de privacy, de désinformation et de compétences numériques. Donc finalement, tous les enjeux, quasiment la majorité des enjeux du numérique, notamment chez les jeunes. En 2019, alors, j'avais toujours voulu rentrer au Sénégal. Ce qui a vraiment fait le déclic, ou bien le compte à rebours, ce qui m'a fait activer le compte à rebours, et ça je le dis parce que aussi j'ai une certaine frustration sur cette coopération aujourd'hui qui doit être revue, c'est qu'un jour je faisais la file pour renouveler mon titre de séjour et je vois une ambulance qui arrive, on voit tous une ambulance qui arrive, qui descend une vieille dame, civière, pour refaire son titre de séjour. Et ça nous avait énormément émus. Et je pense que c'est ce jour que j'ai activé le compte à rebours. Je me dis, OK, il ne faut pas que je reste ici plus d'1 an encore, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément mon pays. Ce n'est pas mon chez-moi. Et c'est comme ça que je suis revenu au Sénégal en 2020. J'ai cofondé Polaris Asso, dont je suis actuellement le directeur exécutif. Polaris Asso est une organisation qui accompagne les jeunes et qui les engage à résoudre leurs défis majeurs dans un monde digital, que ce soit des défis de protection, que ce soit des défis d'autonomisation, mais surtout que ce soit des défis d'engagement. Parce que dans ce pays, nous avons, et dans la majeure partie de nos pays, nous avons un très beau défi démocratique à résoudre, une rupture démocratique profonde que nous avons aujourd'hui, avec une démocratie qui arrive à bout de souffle au Sénégal, un peu partout en Afrique et d'ailleurs un peu partout dans le monde également. Et moi, je suis convaincu, avec mes compagnons et mes collègues, que le digital peut être un outil pour réinventer la démocratie, réinventer l'agir ensemble, le faire ensemble. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui et on déroule des programmes dans 5 pays d'Afrique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie et le Mali. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gay. On continue avec Rui Mendes da Silva. Donc, Rui Mendes da Silva, vous faites l'actu du moment. Votre projet est innovant, il est ambitieux. Vous êtes cofondateur de Kemet Automotive SAS, fabricant de véhicules électriques, de véhicules connectés et de bornes de recharge fabriquées en Afrique. Rui Mendes da Silva, alors comme diraient les jeunes, quelles sont les news? Je sais qu'il y en a beaucoup, donc on vous écoute. Alors merci pour l'intro, merci pour l'invitation, Ripat. Donc moi je suis le cofondateur de Kemet Automotive. Donc nous on a décidé de s'attaquer à une grosse problématique sur le continent, c'est les voitures. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde dans la salle sait qu'une des grosses problématiques aujourd'hui dans l'automobile en Afrique, c'est les véhicules d'occasion qui sont vieux, très polluants, en mauvais état, importés. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, OK, comment on fait pour renouveler tout ce parc automobile? Donc je me suis associé avec Nissé Ogoulou, qui est ingénieur de formation dans l'automobile. On a créé une marque qui s'appelle Kemet Automotive et on fait le design, le développement technique et l'industrialisation de véhicules électriques. Donc on est basé au Sénégal. Aujourd'hui, on a levé des fonds déjà avec des investisseurs privés. On a fabriqué un premier véhicule prototype. On a une équipe, presque une vingtaine de personnes. Et l'objectif concrètement, c'est de faire des véhicules propres, industrialisés sur le continent et les déployer en Afrique et dans le monde. C'est vraiment ça l'objectif. Donc Kemet, c'est un clin d'œil aussi à la Grande Afrique qui avait dans le passé, malheureusement, comme je dis souvent, on est tombé, et qui se relève à travers la jeunesse et toutes ces initiatives. Donc on veut être ce que Renault est pour la France, ce que Range Rover est pour l'Angleterre, ce que General Motors est pour les États-Unis. Donc une marque automobile qui a synonyme de fiabilité, de beau design et de sécurité. Donc l'objectif, c'est de mettre en place des unités industrielles sur le continent, donc pour créer un maximum d'emplois, avoir un gros impact économique,
avec tout un tissu industriel. Et voilà, faire la fierté de l'Afrique. Et la prochaine étape, c'est la prochaine levée de fonds qu'on va entamer dans les prochains mois. On a besoin de beaucoup d'argent. Une actu aussi qui est importante, c'est qu'on participe au salon de l'automobile du Caire, en Égypte. Donc c'est un salon de l'automobile qui est organisé par l'Union africaine et Afreximbank. Donc on sera la seule marque automobile africaine représentée dans le salon d'automobile de l'Afrique. donc voilà. J'applaudis. Donc voilà un peu en gros le projet. C'est vraiment une marque automobile qui va rendre fière l'Afrique partout dans le monde. Merci beaucoup Kemet Automotive. Comme vous avez pu le constater, que des très grands profils, des très beaux profils. Alors forcément, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est entreprendre au Sénégal. Est-ce que l'environnement est bon ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est bon d'entreprendre au Sénégal ? Sincèrement. C'est très difficile. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est vraiment très difficile. Parce que nous, entre guillemets, la diaspora, moi personnellement, je suis né en Europe, j'ai grandi en Europe. Donc on se confronte à plein de réalités qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on vient avec une certaine vision, une certaine manière de faire. Et on se prend des gifles tous les jours, en fait. Et je pense que la première difficulté, c'est de s'adapter. Donc adapter sa vision aux réalités du terrain. Et la deuxième, je pense que c'est le manque d'information. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont très intéressants, qui sont créés par les autorités, par les institutions, mais on n'a pas souvent accès à ces infos-là. Donc on est là, on rame. Et puis un an après, on nous disait, mais il y avait un programme. Et du coup, je pense que l'accès à l'information pour les entrepreneurs, je pense que c'est très important. Alors, je pense qu'il y a de la communication qui est faite. Mais nous, c'est vrai que dans ce qu'on fait, dans le milieu industriel, on n'a pas trop d'infos. Donc voilà, c'est pas facile. Mais bon, on est là et il faut se battre. Exactement. Oumi ? Bon, effectivement, moi, ce que je dirais, c'est plutôt le côté administratif. C'est un peu lourd, il y a les lenteurs, et surtout quand on est dans le domaine, par exemple, de l'immobilier, on vend des terrains, les personnes attendent leurs documents administratifs, et quelquefois ça traîne, et c'est incompréhensible. Après aussi, dans notre point de vue, le côté financement, c'est pas évident. Parce que quand on entreprend, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai fait le choix, en fait, d'être entre Paris et Dakar. Donc, effectivement, c'est beaucoup de financement, beaucoup d'argent dans les transports. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis dit, je suis dans un domaine très sensible. Je veux accompagner des gens qui veulent être rassurés, qui veulent de la sécurité. Il y a clairement de mes clients qui me disent, nous, si on ne vous avait pas vu à Paris, on n'aurait pas acheté. Parce que c'est difficile de croire, d'acheter à distance. Au Sénégal, on vous fait croire des choses, mais le fait que vous soyez à Paris, nous, ça nous rassure. Mais en même temps, si je ne suis pas au Sénégal pour m'occuper des documents administratifs, ça n'avance pas. Donc, je suis tout le temps en train de voyager. Je fais 1 mois à Paris, 1 mois à Dakar. Et c'est très difficile, c'est très coûteux. Mais en même temps, moi, je me dis, bien que c'est difficile, je suis aujourd'hui fière d'avoir réussi à installer cette société parce que je me dis, il y a tellement d'opportunités qui font que finalement, j'oublie en fait tout ce qui est finance, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est... Parce qu'aujourd'hui, moi, je me disais, mon rôle, c'était de contribuer. Aujourd'hui, je contribue. Et malgré que c'est difficile, je sens qu'il y a les opportunités aujourd'hui. Parce que nous, quand on avait démarré avec Diariemo Invest, c'était vraiment pour la vente de terrain. Parce que moi, je voulais régler ce problème de terrain. On achète un terrain, avec des papiers falsifiés, c'est terminé. On a commencé à vendre des terrains. Et c'est là qu'on découvre les opportunités. Les clients ont commencé à nous dire, oui, vous nous avez vendu un terrain, on est satisfait, mais pour la construction, on ne va plus passer par nos familles parce que ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez nous construire la maison. Moi, je suis pas constructeur, je suis pas j'ai pas fait des études d'ingénierie en bâtiment, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis chef d'entreprise.
je suis obligée d'aller là où vont mes clients, là où veulent aller mes clients. D'accord? Donc, j'ai commencé à m'entourer de personnes dans la construction. Aujourd'hui, on construit des maisons. Et quand on a commencé dans les premières constructions, moi, je suis installée à Yen, parce que tout à l'heure, j'entendais Aïcha qui disait que c'est vrai qu'à Dakar, ça coûte cher. Mais moi, quand je suis arrivée au Sénégal, je ne connaissais pas Yen. Pourtant, moi, je suis née à Dakar, je suis partie en France après le baccalauréat. Mais c'est vrai que je n'étais jamais sortie de Dakar. Et j'ai fait tout mon cursus professionnel en France. Je n'ai jamais travaillé au Sénégal. Pour autant, je suis comme les ripates qui sont nés en France, parce que quand on n'a pas travaillé dans son pays d'origine, on venait juste en vacances, on ne connaît pas les réalités du pays. Et donc, moi, j'ai investi à 40 minutes de Dakar, parce que je me suis dit, Dakar, c'est trop cher. Je pense qu'il faut décentraliser. C'est comme ça que j'ai atterri à Yen. Et j'ai découvert toutes les opportunités qu'il y avait. Aujourd'hui, de la vente de terrain, on construit des maisons. Et quand je suis arrivée à Yen, comme je disais, il faut regarder, il faut écouter. J'ai vu qu'il y avait un problème d'eau. Les robinets, en fait, même s'il y a la SDE, on n'a de l'eau que le soir. Donc, les clients nous disaient, nous, on veut des forages, parce qu'on ne peut pas supporter de quitter l'Europe, par exemple, et de venir là et de ne pas avoir de l'eau. Alors, la première fois qu'on a voulu installer un forage pour un client, on nous disait, il y a une attente folle, parce qu'il n'y a qu'un Italien qui installe des forages, il est sur la petite côte. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment on peut attendre un temps aussi long? Parce qu'il n'y a qu'un Italien. Et nous, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, c'est là l'entrepreneuriat, c'est des opportunités. Nous, on a investi justement dans des machines. Aujourd'hui, on fait nos propres forages. Et de fil en aiguille, c'est comme ça. Donc, je veux dire, bien que c'est difficile, mais en même temps, c'est satisfaisant. On est très content aujourd'hui d'être là et de participer à l'économie. Merci. Donc, je vais donner la parole à M. Gueye, avant de vous donner la parole pour le côté institutionnel. Alors, l'environnement est-il bon aujourd'hui? Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est entreprendre tout court qui est difficile ou si c'est entreprendre au Sénégal qui est difficile, mais je vais raconter mon histoire sur cette question pour un peu pousser la réflexion. Ce qu'il est intéressant de dire peut-être sur ces questions de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est bien évidemment les opportunités. Parfois, je rêve de dormir et de me réveiller avec 6 ou 7 noms. Tellement je vois des opportunités que je ne peux pas saisir parce que j'ai que 24 heures dans ma journée. Non, mais l'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a le magazine Forbes, je pense, qui a, en l'espace de 10 ans, l'Afrique continent en faillite, et 10 ans après, l'Afrique continent du futur. Voilà, ça, c'est vrai. Je vous ai beaucoup entendu poser la question, est-ce que l'Afrique va se développer avec la diaspora dans le game ou pas? C'est une très bonne question. Mais la question est plus profonde. C'est est-ce que l'Afrique va se développer avec les Africains ou pas? C'est ça la question. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'Afrique va se développer très potentiellement si aucune action majeure, structurante n'est entreprise, sont les Africains. Avec produire de la valeur et rapatrier l'argent. On a un taux de croissance qui est plus ou moins extraverti. Et on a une main-d'œuvre locale qui... Je viens de Banjul hier soir. Quand je discute avec les Gambiens, ils me disent, tu sais ce qu'on n'a pas? On quitte Banjul pour venir à Dakar. Vous savez pour trouver quoi? Un mécanicien. On n'a pas de mécanicien. On n'a pas de bons mécaniciens. Donc on n'a pas une main-d'œuvre locale qui est suffisamment qualifiée. Et c'est là où nous aussi, la diaspora, il faut qu'on revienne massivement. Mais même sans revenir, il faut que parce que dans la vie, il y a des frileux, il y a des courageux qui viennent contre la vie de leur mère. Moi aussi, ça m'est arrivé, et qui sont plus courageux et qui viennent sans assurance maladie en restant 1 an ou 2 ans sans se rémunérer. Mais il faut aussi dire à ceux qui sont là-bas et qui ne viennent pas, vous pouvez commencer à faire, vous pouvez commencer à mentorer, à accompagner les ressources humaines locales qui en ont énormément besoin. Et c'est dans ce cadre aussi que entreprendre en Afrique est difficile du point de vue administratif. J'ai mis 1 an. Alors, si c'était que admin, non, je ne serais pas là. Je serais rentré depuis longtemps. J'ai mis 1 an pour avoir mon récépissé. 1 an. 1 an pour avoir mon récépissé. Et parfois, et ça aussi, on a dit qu'il faut être authentique et sincère. Donc, je ne sais pas ne pas l'être. Ça aussi, il faut de temps en temps donner un panier de fruits à la secrétaire, donner, etc. Voilà. C'est ça la réalité. Si on veut dire autre chose, ce n'est pas la réalité. Pour le moment, en tout cas.
bien que des efforts soient faits, mais c'est ça encore la réalité. Et en tant que diaspora, RIPAD, quand on revient, il y a aussi cette démarche d'adaptation. Vous ne pouvez pas pour le moment lutter contre. Si on devait lutter contre tout ce qui n'est pas normal, voilà, je pense qu'on n'en serait pas là. Après, je pense que aussi ce qu'on est en train de faire, déjà entreprendre, c'est apporter sa brique, c'est apporter sa pierre à l'édifice, et au fur et à mesure, le changement viendra. Mais premier coup de gifle, premier gifle qu'on reçoit, c'est ça. Deuxième chiffre qu'on reçoit, c'est bien sûr les mindsets. Mais il n'y a pas de mindset bon, il n'y a pas de mindset mauvais. Il n'y a pas de système de valeurs bon, il n'y a pas de système de valeurs mauvais. Peut-être que tous les systèmes de valeurs ont des bons à faire pour s'améliorer et pour se perfectionner. Mais quand on vient de la France, quand on vient de Google, quand on vient d'Europe ou des États-Unis, il y a bien évidemment... on se retrouve avec un système de valeurs différent, avec un mindset différent au niveau du personnel, des RH, de la société. Il nous faut aussi nous adapter. Et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 1 an ou 2 ans pour m'adapter et enfin décoller. Et pendant ce temps, chaque soir, je prenais des chiffres. Je dormais avec des chiffres, avec les jours comme ça. Parce que c'est tellement difficile. Et voilà, entreprendre n'est pas facile ici, mais je rejoins aussi mes amis. Le jeu en vaut la chandelle. Aujourd'hui, quand je me retrouve, ma plus grande fierté à la fin du mois, quand on signe 20 chèques ou 30 chèques qui sont destinés à des gens, et pour répondre à la personne qui nous disait qu'est-ce qu'on apporte, je pense que c'est une valeur ajoutée extraordinaire que cette diaspora, je pense que beaucoup ici sont capables de faire mieux, encore mieux que ce que je fais. Voilà, ça c'est une valeur ajoutée extraordinaire que nous pouvons apporter. Et donc, c'est difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Alors, Monsieur Diabira, comment vous réagissez aux différents propos qu'ont dit vos différents voisins? Première question. Et deuxième question, on parle de manque d'information. Il existe des programmes, il existe plein de choses, mais malheureusement, les entrepreneurs ne sont pas au courant. Comment vous l'expliquez? Comme on dit, les témoignages, c'est ce qui permet de donner une belle photographie de la réalité. Lorsqu'un patient vous dit « j'ai mal ici », vous n'allez pas lui dire « non, regarde comment je travaille bien ». Ça n'a pas de sens. Il vous évoque sa problématique. Et c'est ça qui est, à la fin de la journée, la réalité. D'abord, entreprendre en Afrique, sachant qu'une grande partie des membres de la diaspora, en tout cas pour une grande partie de celles qui reviennent, sont en Occident. On dit comparaison n'est pas raison. On est d'abord en Afrique, dans des pays en développement, voire sous-développés, qui avons tout à construire. Souvent, les référentiels de ceux qui sont amenés à investir, c'est bon, moi en France, ça se passe comme ça. Oui, mais tu n'es pas en France, tu n'es pas en Espagne, tu n'es pas en Italie, tu es ici, dans un continent où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est ici, c'est ça la réalité. Donc, on a évoqué la dimension du mindset. Les pionniers américains, il y a 200 ans, lorsqu'ils venaient, ils venaient dans des terres vierges. Donc, les témoignages précédents comme ceux-ci, c'est que oui, vous allez en aventure dans des continents ou dans des pays qui sont totalement en construction, où le défi, c'est le développement. Si on doit se comparer à des pays industrialisés, on n'a rien compris. Les commentaires et les éléments, absolument d'accord. Les manques, c'est indubitable. Ça fait partie du défi. C'est Senghor qui disait, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. On est dans la construction d'une nation. Nos défis, c'est le développement, de sortir du sous-développement. C'est ça le problème. C'est ça le défi dans lequel on est. C'est ça auquel ceux qui participent en étant dans le secteur public, dans le secteur privé, ont à se confronter. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Parmi ceux qui ont le plus de difficultés et qui sont amenés à revenir, c'est justement de se considérer que à Dakar, je n'ai pas les mêmes modalités de vie et les mêmes facilités que je peux y avoir. Pour exemple, pourquoi est-ce que moi je me rendais à Caille? C'est parce que je voyais un visage déformant souvent de l'Afrique. On va à Bamako, à Caille, on va à Bamako, à Dakar, un certain nombre. C'est des petits îlots qui, à la rigueur, s'extraient un peu de la réalité qui est la réalité africaine. Dans le reportage, on le voit bien. Il est dans des pays où il y a énormément de défis à relever. Et ça fait partie
de la réalité qu'il n'y a pas à nier. Pour entreprendre, quel que soit le pays, et ça a été dit par mon voisin, est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est entreprendre qui est difficile ou est-ce que c'est entreprendre en Afrique qui est difficile? Entreprendre, c'est difficile. Entreprendre en Afrique, c'est encore plus difficile. Ça, c'est clair. Il n'y a pas. Mais le défi, c'est de considérer que pourquoi est-ce qu'on entreprend et quelle est la démarche de l'entrepreneur. À quoi est-ce qu'on a vocation à se préparer pour être en mesure d'entreprendre? Toutes les expériences ici précédentes, et ça vaut pour le monde entier. L'entrepreneur, il apporte une réponse à un problème qui existe dans un voisinage ou dans un lieu donné. Acheter un terrain, créer une voiture, etc. Donc ça ne change pas, quel que soit le monde. Ceux qui transforment l'essai et qui font que leur entreprise devienne des entreprises championnes, ils le font ici, sur le continent. Ils le font ici, au Sénégal. Ils se développent ici, avec les réalités, avec les difficultés. Et j'aurais presque tendance à dire qu'au moment où ça deviendra trop bien huilé, ça deviendra encore plus difficile pour, encore une fois, les fils et les filles de la diaspora et d'ailleurs. Parce que c'est dans la difficulté qu'il y a des opportunités. Parce que le goût que vous avez pour votre continent d'origine, mais celui qui est à Paris 8 et qui, globalement, n'a rien à voir avec Dakar, il ne va pas se fatiguer à se dire, oui, bon, j'ai un lien avec le Sénégal et j'ai envie de me lancer dans quelque chose. Non, il va attendre que le contexte soit mieux huilé. Mais quand il viendra avec plusieurs millions d'euros pour investir sur quelque chose, pour le développer x10. Entre-temps, oui, vous avez peut-être 3 francs 6 sous, mais c'est ces 3 francs 6 sous qui vont vous permettre, parce que vous êtes passionné, c'est vous. On ne fait pas réussir quelqu'un. Je corrigeais quelque chose, on ne développe pas l'Afrique. C'est vous d'abord. Même si c'est les autres qui contribuent à la difficulté, vous devez internaliser ces difficultés pour trouver les réponses. Il y a pas de... On n'est pas là pour pleurer, on n'a pas le temps de pleurer, et à la fin de la journée, ceux qui pleureront, ils se retrouveront sur le bas-côté. Donc ça, c'est pour moi déjà les éléments sur lesquels il faut qu'on les intègre. Parce qu'au sein de la diaspora, il y a aussi une chanson, on en a accompagné beaucoup parfois, pour une partie. C'est de la faute de l'autre quand je suis en échec, c'est de la faute de l'autre parce que je n'ai pas réussi, c'est de la faute de l'autre. C'est Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Mais c'est d'abord l'état d'esprit qu'il faut avoir parce qu'on va à la conquête de choses qui sont difficiles. Ensuite, ce qui a été indiqué, c'est absolument vrai. Le principal problème, c'est l'information, de manière générale. Quelques chiffres. Au Sénégal, il y a 408 000 entreprises, unités économiques localisées. Il y en a 3% simplement qui ont des états financiers, qui ont une comptabilité qui veut dire quelque chose. 12 000 entreprises sur les 408 000. Ça veut dire qu'on ne peut pas différencier dans une entreprise qui est dans la poche de quelqu'un de ce qui est ailleurs. Les éléments qui sont des éléments pour une entreprise, où qu'on soit au monde, c'est ce qui permet de maîtriser son parcours, sa vision, son cheminement, etc. Donc les mécanismes d'accompagnement, ils ont vocation à ça. J'aime à dire, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne à l'extérieur. Tamsir Traoré de Logidou, qui a mis Texte Courrier pendant 20-25 ans ici, qui a créé Logidou après, qui, sur la base de l'accompagnement, a pu s'installer au Maroc. C'est X temps après qu'il m'a envoyé un message, je ne le connaissais pas, mes équipes l'ont géré, il a pu s'installer. Il dit, mais ce que l'on a ici aussi, au Maroc, avoir un appui quasiment de plusieurs millions de francs CFA pour s'installer dans sa stratégie à l'export, les Marocains, ils n'ont pas, ils ouvrent les yeux. Donc, il manque énormément de choses, j'en disconviens pas. Mais ce qu'il y a quand même au Sénégal en termes de mécanismes, on ne l'a pas ailleurs. En 2010, les concertations nationales se faisaient au Sénégal, concertation nationale sur le crédit. Qu'est-ce qu'elle disait? Le secteur financier, quels sont les principaux problèmes pour lesquels on ne finance pas les PME? Il n'y a pas de mécanisme d'appréciation du risque, ça n'existait pas. Il n'y a pas de fonds de garantie, ça n'existait pas. Il n'y a pas de fonds de prise de participation, ça n'existait pas. Il n'y a pas. 10 ans ou 12 ans après, on peut dire oui, c'est politique, c'est ceci ou cela. Non, il faut être factuel. Un fonds de garantie existe, des mécanismes sont là, il y a FSA, il y a FAGAS, il y a d'autres. Un fonds 6 existe, il est là, il est présent, il a ses limites, il a ses ceci, il y a Teranga, il y a d'autres acteurs. Il y a 2-3 ans, on voyait le Sénégal.
troisième pays qui lève davantage de ressources. Au sein de l'ADPME, à notre modeste niveau, on a mis en place une unité de scoring et de labellisation. Il y a des banques qui l'intègrent dans leur processus pour octroyer du financement. Vous l'avez indiqué, on s'est comparé à d'autres, on n'est pas moins bon. Des références qui sont des références internationales, on est certifié ISO 9001, ISO 27001, ça on ne va pas le chercher à Koloban. C'est des choses que l'on a fait pour pouvoir indiquer. Alors est-ce que ça résout l'ensemble du problème? Bien sûr que non. Mais il y a des ingrédients qui sont là. Comment est-ce qu'on se donne les moyens de passer à l'échelle? Ça fait partie du défi. Il n'en demeure pas moins que le Sénégal et les pays africains sont des lieux dans lesquels il y a des opportunités incroyables. Un, l'état d'esprit, c'est qu'on va en conquête. Le contexte sera difficile. Deux, malgré tout, il existe un certain nombre de mécanismes qui sont là, présents, avec leurs limites, leurs difficultés, mais qui vous permettent de faire un pas supplémentaire. On travaille, les défis que l'on a, nous, en tant qu'institution publique, en tant qu'État, c'est oui, de s'assurer d'une meilleure information, pas simplement pour les entrepreneurs, elles en ont besoin, mais pour l'ensemble de l'écosystème financier. Une banque, c'est moins de 10%, les banques, c'est moins de 10% de leur portefeuille qui finance les PME. Si ça ne finance pas les PME, demain, c'est 14% dans la zone UMOA, c'est 55% en France, 35% au Maroc. Donc si on ne finance pas ces publics dans toutes les conditions, on n'a pas le choix. Même pas pour le plaisir des PME, parce que si on veut relever le défi du développement, c'est les Américains qui parlent de sacralité de la PME dans le Small Business Act. Si on ne relève pas le défi des PME, bah globalement, on ne sera pas en capacité de créer les richesses et les emplois dont on a besoin. Merci beaucoup, on peut l'applaudir effectivement. Alors, forcément, nous avons trois entreprises, trois entrepreneurs ici présents. Donc, vous êtes issus de la diaspora, vous êtes installés ici au Sénégal. La main-d'œuvre. Vous êtes dans l'automobile, vous êtes dans l'immobilier, dans le digital. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous de trouver les bonnes personnes et de les mettre à la bonne place? C'est quasiment mission impossible pour moi. Mais il faut le prendre positivement. Et moi, je suis content aujourd'hui de dire, quand je recrute des jeunes, je suis content de dire que je participe à leur formation aussi, à leur formation professionnelle. En gros, ce qui se passe, c'est simple dans ce pays. On a des écoles qui forment des jeunes du pays scolaire au bac plus 5 ou plus 8 et qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, qui n'ont jamais été en activité. Ces jeunes sont des victimes, ils sont pas des coupables. C'est le système qu'il faut revoir, sinon on n'a rien compris. Et donc c'est difficile. Je pense qu'ici les entreprises ont aussi ce rôle, en tout cas pour la diaspora, et j'aime bien le dire, on a aussi cette fonction primordiale et principale de contribuer au rehaussement du capital humain sénégalais, en attendant peut-être un jour d'avoir des réformes structurantes qui peuvent nous permettre de former massivement, encore beaucoup plus massivement, des jeunes qui aient des compétences techniques et des soft skills, aussi des compétences humaines. Il y a des efforts qui ont été faits et qu'il faut saluer. L'effort des ICEP notamment, avec le président Macky Sall, qu'il faut saluer. Le défi, c'est la démographie aussi. Lorsqu'on a fait un événement avec les Young Leaders, on était allé rencontrer le président qui nous a parlé pendant 2 heures de temps de l'injustice financière mondiale. Voilà. Est-ce que l'Afrique a les moyens de se développer? Parce que moi, je n'ai pas envie de dire c'est de la faute de l'État. C'est pas simple. Oui. Voilà. Pour le coup, c'est une bonne question parce que tout à l'heure, M. Diabira disait que quoi qu'il en soit, l'Afrique se développera. Là, vous dites, est-ce que l'Afrique a les moyens pour se développer? Concrètement, on a rencontré des soucis pour trouver des talents. Bah, alors, après, nous, on est sur un secteur qui est assez, bien sûr, qui est assez sensible et qui demande beaucoup de compétences. Nous, ce qu'on a fait, c'est on est en train de mettre un partenariat en place avec une université. Donc, c'est une université de sciences et technologies. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu disais qu'en fait, les jeunes, ils ont beaucoup de théorie, mais malheureusement, ils n'ont pas trop accès à la pratique. Et nous, on est un peu sur une technologie nouvelle. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des projets et ils se mettent en groupe. Et en fait, ils vont développer une partie du véhicule, ils vont développer une partie du logiciel. Et en fait, nous, les jeunes, ça leur permet de monter en compétence et d'être dans le concret. Et nous, en fait, ça nous permet d'assurer
notre main-d'œuvre future. Pour moi, concrètement, je suis un peu contre le truc de se dire qu'on pointe l'État du doigt et que l'entrepreneur il doit avancer. Pour moi, l'État il a une responsabilité qui est claire parce qu'en tant qu'entrepreneur, on avance, mais à un moment donné, il y a des lois, il y a des réglementations, il y a des législations. Et si ça, c'est pas clair, l'entrepreneur, à un moment donné, il est bloqué, concrètement. Donc, en fait, c'est pas pointer le doigt sur l'État ou en gros, jeter la responsabilité, mais c'est vraiment essayer de dire que nous, on fait ce qu'on peut, on se bat, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un cadre pour nous faciliter le développement. Et je rebondis juste sur le point, sur le développement de l'Afrique, qui se fera avec ou sans nous. Pour moi, très sincèrement, l'Afrique ne se développera pas sans la diaspora et sans les Africains. Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a des grandes entreprises en Afrique depuis très longtemps qui sont là, qui font des routes, qui font plein de choses. Mais disons-nous la vérité, l'Afrique est dernière. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ces capitaux qui repartent en fait et qui ne sont pas ici et distribués ici, alors que nous, on a cette envie de travailler, de développer et de redistribuer ici, de faire en sorte que les gens s'enrichissent, les gens consomment plus, ce qui fait qu'il y a plus d'entreprises. Et je pense que sans cette volonté-là, il y aura toujours des entreprises en Afrique, mais l'Afrique n'avancera, concrètement, elle n'avancera pas, quoi. Enfin, ou en tout cas, elle avancera très, 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 très lentement. Parce qu'il faut cette volonté de redistribuer les richesses ici, quoi. Donc en France, il y a le Made in France, parce qu'on veut que les entreprises soient là, qu'elles consomment là, et que les capitaux restent là. Nous, aujourd'hui, on veut des entreprises africaines ou internationales, peu importe, mais que les richesses restent là. Et sans cette volonté, ça n'avancera pas, quoi. Et quoi qu'il en soit, vous le constatez tous les jours, c'est-à-dire qu'il est très difficile pour vous de faire une voiture électrique totalement africaine. Oui, et c'est triste, j'ai envie de dire, mais bon, c'est comme ça. Et nous, on est là aujourd'hui pour ouvrir le chemin, si je peux dire, et justement inciter les partenaires, enfin, les autres personnes. Aujourd'hui, nous, on fabrique des voitures. Il y a une personne dans la salle qui peut se dire, écoute, ils fabriquent des voitures, écoute, moi je vais faire les sièges, moi je vais faire, je sais pas, les roues, moi je vais faire les portières, et du coup on peut créer une chaîne de valeur continentale, quoi. Enfin, même si, comme je dis toujours, on est dans un monde aujourd'hui qui est globalisé, donc on travaillera toujours avec des partenaires internationaux, mais on a besoin d'entreprises africaines successful, qui gagnent beaucoup d'argent, qui créent beaucoup d'emplois. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup, Rui Mendes da Silva de Kemet Automotive SAS. Oumissal ? Ce que je voudrais dire, c'est que le Sénégal, en fait, comme pas mal de pays d'Afrique, est victime de l'éducation, en fait. C'est notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, au Sénégal, tu peux aller jusqu'au bac plus 5, mais tu n'as jamais fait de stage. Tu n'es pas en relation avec vraiment le monde du travail. Donc, on a des diplômes, on a une formation théorique, mais on n'a pas d'expérience. Moi, les premières personnes que j'ai eu à prendre, même mes assistantes pour l'immobilier, j'étais obligée de les former, que ce soit à l'informatique, que ce soit au digital. Et après, moi, il faut voir, par exemple, moi, là, j'ai deux activités, en fait. Il y a l'immobilier et l'agrobusiness. Parce que moi, je me suis dit, j'ai investi dans l'immobilier parce qu'il fallait vraiment régler un problème pour la diaspora. Mais là où j'avais vraiment cette fibre qui est en moi, c'est que moi, j'ai eu toujours un fait pour j'ai toujours été tournée vers l'agroalimentaire, en fait. Même à Paris, par exemple, je me rends compte, en 2007, j'ai eu à créer, pendant que même je travaillais, une entreprise pour fabriquer des plats africains. Parce que je me disais, il y avait des pasta box, pourquoi il n'y a pas des yassa box? Donc, il fallait aussi créer ce truc, mais c'était un peu compliqué, je n'ai pas pu continuer. Mais quand je suis arrivée, par exemple, à Yen, les gens me disaient, pourquoi tu vas investir, tu vas loin de Dakar? C'est vrai qu'il n'y a rien, parce que
En France, par exemple, tout est décentralisé. Quand tu vas à Lyon, tu vas à Bordeaux, tu n'es pas dépaysé, il y a tout. Mais à Dakar, dès que tu sors de Dakar, pourtant Yen, ça fait partie de la région de Dakar. Mais on est à 40 minutes, on arrive, on n'est pas dans des villages, mais il n'y a absolument rien. Même du pain, je me rends compte, il n'y avait pas de bon pain. Il y avait du pain, mais on les appelait des tapalapa, il n'y avait pas de bon pain. Alors moi, je me suis levée, je me suis dit, je vais faire du bon pain, je vais faire du pain. Et c'est comme ça que j'ai créé une première boulangerie. Et j'avais en tête de travailler les céréales locales. Parce que le mil, c'est une bonne farine. Le manioc, c'est une farine sans gluten. Mais il n'y en avait pas, en fait. Et quand j'ai créé cette petite boulangerie, j'ai vu les difficultés, justement. Pour recruter un boulanger, je n'avais pas trouvé de boulanger à Yen. Parce que pour faire du bon pain, il faut avoir les bonnes techniques. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un boulanger. Et à Dakar, quand je leur disais, venez travailler à Yen, non, c'est trop loin, ils ne veulent pas venir. Et quand il y en a qui voulaient venir, c'était très cher parce que le transport, déjà, 5 000 francs aller-retour. Pour payer le transport, payer le salaire, c'était compliqué. Malgré ça, j'ai ouvert la petite boulangerie qui a très bien fonctionné. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, là, il y a encore des opportunités. Parce qu'il faut former les jeunes. Et on ne s'est pas arrêté là. Je me suis dit, le problème est là. Les jeunes, ils veulent travailler, mais ils n'ont pas de compétences. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils n'ont pas de métier, en fait. Nous, on s'est dit, on va pousser encore le bouchon plus loin. Et cette année, on a décidé de s'agrandir en créant Diariemou Academy, parce qu'à la base, c'était Diariemou Invest, tourné à l'investissement. Donc nous, on s'est dit vraiment, le principal problème du Sénégal, on a compris, c'est la formation. C'est la formation des jeunes, surtout avec Toubab Dialaw, Ndayan, il y a un nouveau grand port, ça va être le futur grand port de l'Afrique de l'Ouest. On va former dans l'entrepreneuriat et dans le leadership. Il faut que les jeunes se disent que nous, il faut qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'entreprise. Il y a des opportunités partout. Seulement, il faut vraiment donner à ces jeunes aussi. La clé, je pense que la clé, c'est la formation. Pour le coup, les entrepreneurs se donnent la responsabilité de former. Exactement. Et il y a quelqu'un qui avait posé une question tout à l'heure, qu'est-ce que vous apportez? Donc, nous, c'est ça en fait. On se dit, on vient pour travailler, pour gagner de l'argent, mais en même temps, c'est vraiment pour s'engager. S'engager pour le mindset et je pense que tout passe par la formation. Il faut que les jeunes aient un métier, il faut que les jeunes aient un mindset d'entrepreneur. On n'attend pas de travail, on va chercher nous-mêmes notre travail. Il y a une fable que j'aime beaucoup et que je répète souvent, c'est la fable des aveugles et de l'Hindoustan. Il y a 6 aveugles qui sont amenés à devoir toucher une partie d'un éléphant et à le décrire. Les premiers touchent les oreilles, ils disent que c'est un éventail, que l'éléphant c'est un éventail. Les autres touchent les défenses et disent que c'est un épieu. Certains touchent les pattes et disent que c'est un mur. D'autres touchent la queue et disent que c'est une ficelle. Et puis sont amenés à se casser la gueule globalement parce que chacun est convaincu de ce qu'il a dit, disant que c'est ça l'éléphant parce que je l'ai bien touché. Et la morale de l'histoire, c'est que, bien évidemment, chacun a raison, mais qu'on est tous amenés à faire de notre réalité subjective une réalité absolue sans prendre en compte la vie des autres. L'entrepreneuriat, il ne peut pas se développer sans l'État. L'entrepreneuriat ne peut pas se développer sans l'éducation. Il y a une citation qui dit que le premier des peuples, c'est celui qui a le plus de connaissances. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Et c'est Cheikh Anta Diop qui dit le seul salut, c'est la connaissance. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents, allez la chercher, etc. La formation au Sénégal, ou l'éducation au Sénégal, crée du chômage structurel. Si on regarde les taux de déperdition entre le système primaire et le système supérieur, globalement, ça ne vient qu'alimenter le chômage structurel. Parce que ce n'est pas adapté fondamentalement. Je rencontrais un jeune Sénégalais, 2 Sénégalais à Dubaï, qui ont fait Al-Azhar en Égypte et qui ont aussi digitalisé l'apprentissage du Coran et des différents ayats que l'on a dans le Coran et qui l'ont implémenté dans une de leurs madrasas. La particularité, c'est que le suivi de l'élève dans la lecture du Coran, dans son apprentissage, se fait ayat par ayat et on sait que la personne elle est à quel niveau. Donc dans la classe, on va savoir
à quel niveau d'apprentissage est l'élève, à quel niveau le prof par rapport à ses étudiants ils le sont, et à quel niveau l'ensemble de l'école peut l'être. Donc plutôt de faire 5 ans sans qu'on sache exactement, parce que tout le monde est en train de réciter le Coran, on ne comprend rien, qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, à partir de là, on sait, globalement, les élèves, en 3 ans, performent sur leur formation, et ils ont des parcours comme ça. Si on ne shifte pas sur l'adaptation de notre système de formation, de sorte à construire, parce qu'il n'y a que ça comme valeur ajoutée à la fin de la journée. L'ensemble des ressources humaines que l'on a pour développer, pour pérenniser les entreprises, pour faire en sorte qu'elles soient les plus importantes. Il faut regarder la Corée du Sud, il faut regarder Singapour, il faut regarder Malaisie, il faut regarder la Chine, il faut regarder l'ensemble. Le premier élément, c'est une formation et un niveau de formation qui est au top. Majoritairement, pas en minorité, parce que même si on a 5% des meilleurs qui sortent de Polytechnique ou de Harvard, ça ne suffit pas. C'est 95% de la population qui doit avoir un niveau suffisamment important pour pouvoir le fournir dans la société. Si on n'y arrive pas, effectivement, on se retrouve avec des défis qui sont presque structurels, parce qu'à un moment, la compétitivité d'une entreprise, elle va dépendre des ressources qu'elle a, qu'elle va pouvoir engager facilement pour pouvoir faire en sorte que ça phosphore, etc. Ce que font l'Arabie Saoudite actuellement, Dubaï, les gens investissent à coups de multimilliards sur la connaissance, parce que d'ici 20, 30 ans, l'enjeu, c'est ça. Donc, ça fait partie encore de nos défis. Tout à l'heure, ça a été dit, il y a des schémas linéaires de développement que l'on a dans nos pays, et il y a des schémas, des leapfrog, où on va être en capacité, oui ou non, de sauter des étapes. Le numérique en particulier et d'autres éléments doivent nous permettre d'articuler des modalités, de sauter des étapes pour permettre d'adapter notre formation, qui est largement, par exemple, dans les écoles coraniques, pour une grosse partie de nos enfants, qui est une revue par rapport à tous les cycles classiques et autres, pour avoir la capacité d'avoir des tailles critiques par rapport à ça. Alors, encore une fois, c'est comme l'éléphant. C'est une partie du tout qu'il faut adresser, comme l'accès au financement, comme l'accès aux autres. Et c'est ça qui fait le caractère passionnant du développement, parce qu'il n'y a pas qu'une réponse. Mais à la fin, effectivement, j'en parlais en évoquant les États-Unis, c'est le président Senghor, quand il partait aux États-Unis avant 69, qui a vu la Small Business Act et la SBA, la Small Business Administration. Les Américains, ils évoquent presque comme leur slogan, la sacralité de la PME. Toutes leurs politiques sont engagées pour permettre à la PME de se développer. Si les plus grands entrepreneurs sortent de MIT, c'est pas qu'MIT est la meilleure école, c'est qu'à MIT, les gens pensent, mangent, dorment sur leurs projets, le partagent leurs idées et font en sorte demain de pouvoir le faire. Donc, si on veut avoir les plus grands entrepreneurs et que les entreprises puissent tirer, c'est bien évidemment de les écouter et d'arriver à articuler nos politiques publiques en matière de formalisation, en matière de fiscalité, en matière d'aménagement, en matière de formation autour d'eux. Si on y arrive, effectivement, on se développera. Si on n'y arrive pas, dans toutes les questions, on doit y arriver pour pouvoir se développer. Je pense qu'on est essentiellement des afro-optimistes ici. Et si on se plaît à se battre avec ces questions-là, c'est qu'on a la conviction, effectivement, que l'on peut y arriver. Dernier point sur la diaspora. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Amin Malouf, qui écrit Les identités meurtrières, il parle des identités multiples. Il a un excellent ouvrage sur le dérèglement du monde. Les diasporas sont riches de ce qu'elles ont connu à l'extérieur. Et cette richesse-là, le spleen, la nostalgie du pays, fait que forcément, elles viennent avec quelque chose souvent qu'on ne trouve pas ici. En termes de volonté, de hargne à vouloir changer les choses. Donc, oui, c'est un apport et un levier, une conviction, un élément qui permettra au continent de se développer. Moi, ça, j'en suis absolument convaincu et c'est le sens, moi aussi, de mon engagement.